Je suis Jean-David Cotte, artiste plasticien camerounais, vivant et travaillant dans la ville de Douala, précisément au Cameroun, et je vous souhaite la bienvenue à Artitude. Centre d'art contemporain, laboratoire des nouvelles pratiques urbaines dans les villes africaines, Douala Art nous ouvre ses portes pour une immersion au cœur du projet Théâtre décor, drame de la matière qui compte en réalité 3 grandes expositions. Ici même à l'espace Douala Art, puis à Anikaji Art Gallery et à Africaris en France. Allez, venez, suivez-moi, allons à la rencontre du peintre de la condition humaine. Jean-David Cotte, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ici. Plaisir partagé. Au cœur de cette installation qui saisit dès l'entrée. Vous nous avez habitués à vous servir des problématiques migratoires pour travailler, mais cette fois-ci, on semble, pour cette trilogie d'exposition, on a plutôt le sentiment que l'ancrage est plus économique. Bien évidemment, parce qu'il faut savoir que les sujets que je débat et que j'utilise dans mon travail ne sont que des prétextes en fait, pour mettre en évidence un sujet qui est tout simplement celui de l'impact de la violence dans la société contemporaine. Je m'intéresse à tout ce qui a trait à la condition humaine, mais aussi à tout ce qui a trait à tout ce qui est écologique. Donc, quand on parle de violence, on ne limite pas uniquement sur la violence des personnes, mais aussi sur les violences environnementales. Donc, du coup, ce qui fait que, forcément, quittant des questions migratoires, qui sont aussi des problèmes qui minent la société mondiale aujourd'hui, mais qui s'attaquent aussi aux personnes, c'est normal que je m'y intéresse. Je ne comprends pas pourquoi je ne m'intéressais pas à la situation de ces jeunes qui vivent dans des conditions immondes et dont la population mondiale a l'impression de ne pas les regarder. À travers ce travail, j'ai voulu leur donner une position de sujet et non d'objet. Parlons précisément de cette installation. On a ces tuyaux qui émergent enrobés de boue, c'est carrément un monceau de terre, mais qui saisit et qui donne le sentiment, on a ces minerais qui ne sont pas là de façon fortuite. Cobalt, aluminium, manganèse et bien d'autres. Pourquoi? Si je m'intéresse justement depuis quelque peu sur les questions économiques, justement parce que, ayant traité par exemple des questions migratoires, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces pertes de cerveau, de ces pertes humaines aujourd'hui dans le continent africain. Et quand on réfléchit bien et qu'on se met à creuser un peu plus en profondeur, on se rend compte que les problématiques qui sont évoquées par ces différentes personnes, par ces différents migrants, sont d'ordre économique. Alors, j'ai voulu m'intéresser et me questionner justement quelles sont ces problématiques qui font en sorte que les gens prennent des risques de prendre la route sur le désert ou bien sur la mer. Et alors, en entrant dans des recherches, je me suis rendu compte que l'Afrique et le monde en particulier est voué à une guerre économique et une guerre de stratégie et de géopolitique. Et quand on entre en profondeur, on se rend compte qu'il y a une partie de l'économie qui est subdivisée. Cette économie étant subdivisée en plusieurs étapes, mais nous avions 2 principales étapes, les économies amont et les économies aval. Et quand on regarde toute la structuration du monde aujourd'hui et tout ce qui
se vit aujourd'hui dans le monde, ben, c'est la guerre des économies amont, dont on parle des matières premières, des matières fossiles, des minéraux, des terres. Donc on trouve assez facilement en Afrique. Ouais. En Afrique. Donc du coup, et quand on regarde toutes les crises et les conflits armés qu'il y a aujourd'hui dans le continent africain, c'est autour justement de vouloir avoir une mainmise sur ces minéraux-là. Et du coup, ça m'a intéressé parce qu'il y a des vies humaines qui sont mises en jeu. Il y a l'écologie aussi qui est mise en jeu en ce moment-là. Intéressons-nous à ces figures qui sont placées juste au-dessus de ces tuyaux qui émergent. Et c'est fait à dessein. Est-ce qu'on peut comprendre ce que ça représente? Il faut déjà comprendre que vous êtes ici dans une réplique d'une espèce de mine, d'extraction minière. J'ai eu la chance de discuter et parfois aller même du côté de l'Est Cameroun à Batouri. Et où on a beaucoup de mines artisanales. Voilà, et il était question de vraiment savoir comment ça se passe, comment les choses se déroulent, comment l'espace même se structure. Vous avez fait une immersion. Une immersion. Voilà. Et le but était de ramener justement le visiteur à vivre cette expérience. D'où cette importation d'un espace d'extraction minière à ciel ouvert dans un espace white cube. Donc quand on dit dans un espace white, c'est un espace fermé. Et donner l'impression aux visiteurs d'être véritablement dans une mine d'extraction. Ouais. C'est le sentiment qu'on a. Donc, et parlant donc des éléments qui composent cette œuvre, qui est intitulée Map of the Resources, qui est composée justement des tuyaux, des bocaux qui contiennent des minéraux, les tuyaux nous renvoient tout simplement aux différents pipelines, aux autres types de matières premières, le gaz, le pétrole et autres, donc, qui sont conduits par les pipelines. Et ensuite, nous avions ces espèces de tuyaux qui immergent de la terre et sur lesquels surplombe un ensemble d'éléments, un ensemble de bocaux. Et sur ces bocaux, nous avions des espèces de soldats qui sont assis au-dessus. En fait, ces personnages peuvent renvoyer justement aux soldats, aux groupes rebelles, aux entreprises internationales, aux organismes internationaux. C'est cette symbolique qu'il y a derrière ce personnage, ce bonhomme anonyme, mais qui nous révèle un certain nombre de codes et nous permet de nous projeter sur un ensemble de choses qui se passent dans le monde. Dans ces bocaux, nous allons trouver différents types de minéraux, le cobalt, le cuivre, le manganèse, le magnésium, le coltan, donc, qui sont des minéraux aujourd'hui qu'on va trouver la plupart dans le continent africain. Et partout où il y a ces minéraux, il y a soit la guerre, soit des conflits, des tensions. Bien évidemment. Ouais. Donc, du coup, et dans cette œuvre, pour moi, c'est une invitation à un questionnement, mais aussi c'est une façon de mettre au vu du monde un système qui date depuis l'avènement de la colonisation jusqu'à la période contemporaine, et de se questionner justement aujourd'hui sur la manière dont nous devions restructurer et de repenser nos économies et comment nous utilisons nos richesses pour notre propre développement. Ce n'est pas dit qu'on doit se détacher des échanges commerciaux, non, mais c'est de voir comment on soit véritablement dans un système de gagnant-gagnant où tout le monde s'en sert pour développer et bénéficie à la population. Voilà, et que la population puisse profiter justement de cette manne-là. En parlant justement de cobalt, on va s'acheminer la couleur bleue qui rappelle justement le cobalt. Ouais. Et ici, on a le sentiment que ce sont des visages qu'on peut retrouver même si on ne peut pas poser un nom là-dessus. Ouais. Mais vous essayez ici de représenter, là vous avez parlé de militaires et tout, mais là on a affaire à qui? Ce sont des personnages, des mineurs. La pièce que nous avions devant nous, cette série a été intitulée Blue Body. En fait, c'est tout un projet de travail qui a commencé en peinture
et qui ne s'est pas encore achevé et qui s'est reconstitué en sculpture. Donc la série Blue Body en fait fait une paire balle à tous ces corps qu'on retrouve sous terre. Dans la nomenclature même de ces personnes-là, elles appellent les hiboux. En fait, ce sont ces personnes qui vont en profondeur du sous-sol pour extraire la terre minéralisée. Et cette terre minéralisée, dans le cas échéant, il s'agit du bleu de cobalt. Et c'est à partir de cette matière première que j'ai intitulé justement ces personnes qui sont ceux-là qui extraient le bleu de cobalt. D'où le nom de Blue Body. Ce bleu fait corps avec ces personnes, détériore aussi les personnes parce qu'ils sont en contact avec des matériaux qui sont aussi... Voilà, des produits chimiques. En tout cas, on va évoluer dans cet environnement qui est, on peut qualifier d'une forêt dépouillée. Cet espace, ce monceau de terre qui est en réalité un champ de mine. Et il y a, on croise sur le sol des bottes, certainement abandonnées par des mineurs. Oui. On a ces emballages de sachets d'alcool. Voilà. Est-ce que c'est le quotidien des mineurs quand vous étiez à l'Est? Bien évidemment, tout ce que vous voyez, c'est la réalité, c'est le quotidien justement des mineurs. Parce que c'est un travail qui demande énormément d'énergie physique et pour eux, pour pouvoir revigorer justement cette énergie, ils se shootent avec ces sachets de whisky, des spiritueux plutôt frélatés. Au lieu de donner de la force aux travailleurs, ça détruit carrément le corps de celui qui en consomme. Et bien évidemment, vous allez trouver des enfants qui travaillent dans ces mines-là. Parfois, c'est une histoire d'ordre familial. C'est pour ça que vous allez voir dans le cas échéant, sur les sculptures, les bustes que vous voyez là, les Blue Body, c'est une famille qui est représentée, le père, la mère et l'enfant. Donc, généralement, c'est une question, ça se transmet de père en fils, de mère en fille. Et c'est question de famille parce que les histoires vous disent que le papa va te dire, moi j'ai plus suffisamment de force pour continuer. Non, ce sont mes enfants qui prennent le relais parce que ça nous permet de nourrir la famille. Tout est question de survie. Ne serait-ce que les besoins primaires. Il y a rarement des hôpitaux dans ces lieux-là. Donc il y a beaucoup de cas de morts parce qu'il n'y a pas eu des interventions rapides. Et cela entraîne beaucoup de dégâts physiques, de dégâts humains, mais aussi des dégâts écologiques. On va évoluer et on va aller de l'autre côté où vous nous proposez carrément sur toile de jute des portraits au regard, pas tout à fait, ça c'est mon impression de journaliste, pas tout à fait triste, mais des regards qui vous saisissent et on a le sentiment que s'installe d'office en dialogue. C'est voulu. Et qui vous interroge. Voilà. En fait, c'est dans mon expression en tant que portraitiste, j'aime bien saisir le regard. C'est parfois un regard inquisiteur, qui est interrogateur aussi en même temps, parce que je souhaite parfois que quand on regarde mes portraits, qu'on ne sorte pas de là comme on est venu, et garder toujours quelque chose en mémoire, de se rappeler, mais pourquoi ce regard saisissant? Qu'est-ce que ce regard voudrait nous raconter? Quelles sont les réalités de ce regard? On a l'impression que chaque regard est une vie ou une multitude de vies. C'est une histoire. Voilà. Vous savez, le regard, c'est cette partie du corps qui nous raconte le vécu d'une personne. C'est vraiment le miroir de l'âme, c'est le miroir de notre personnalité, c'est le miroir de ce que nous sommes. À travers un regard, on peut détecter, on peut connaître les émotions de la personne qui est face à nous. On va y aller. C'est plus qu'une immersion, entourée par tous ces regards. Et comme je disais, c'est deux univers. Là, on avait des corps sculptés. Ici, c'est une série de portraits. Si je me réfère à ce portrait-là, c'est sur toile de jute, mais au milieu là, c'est comme si c'est fait à dessin. On a une espèce de cicatrice au milieu du front. C'est fait à dessin ou vous respectez simplement la matière? Je respecte la matière.
parce que dans le cadre de ce travail qui est intitulé Corps et matière, bien évidemment, alors je me saisis de la matière et je me demande comment je fais un alliage entre ce corps et cette matière que j'ai, cette matière qui est un élément assez essentiel sur les questions commerciales entre le Nord et le Sud, les questions des échanges, aussi les questions de transport des matières. Il est ici, quand on voit la toile de jute, on va faire référence à cacao, café, coton aussi, parce qu'il faut dire que la toile de jute a cette connotation assez, déjà, qui a une connotation du passé, un passé colonial, et qui aujourd'hui est ancré dans les mœurs des populations africaines, mais aussi dans l'économie même de cette Afrique. Au-delà de l'aspect purement commercial, les transactions nord-sud, on voit la réalité profonde dans les champs. Oui. Qui sont ces travailleurs, qui sont ces ouvriers. Et tous ces portraits, ce sont des enfants, ce sont des mineurs, ce sont des jeunes. Vous montrez l'envers de la médaille, ce qu'on ne voit pas toujours derrière les milliards qui sont comptés à longueur de journée. Oui, bien évidemment. Ce sont les premiers acteurs de notre économie. Sans eux, il n'y aura pas d'économie. Il n'y aura pas de matières premières. Pourtant, on ne les reconnaît pas. Mais pourtant, ils ne sont pas visibles. Ce sont ceux qui sont généralement mis à l'écart, même dans les différentes conventions, même les accords, les prises de décisions. Et ça leur dépend. Allons même encore plus loin. On va parler par exemple des concours des grandes marques, des maisons de chocolatiers. Et là, on rejoint l'aspect écologique de l'artiste que vous êtes, parce que vous prônez là une volonté, par exemple, à les maîtres chocolatiers, qu'ils arrivent à proposer peut-être à leurs clients ou bien au monde des produits qui respectent le développement durable et qu'on puisse avoir une espèce de traçabilité justement dans le processus de production et de transformation. Bien évidemment, parce que tout récemment, il n'y a pas eu mal d'articles sur ce qui se passe, en particulier en Côte d'Ivoire, qui fait partie des premiers producteurs africains du cacao, avec le Ghana. Le Cameroun vient, je crois, en 4e ou 5e position. Et du coup, dans cet article, vous allez vous rendre compte qu'on parle véritablement du travail des enfants dans les champs de cacao. Derrière ça, comme on dit, toute activité agricole est généralement reliée à des activités familiales. Et nous, par exemple, dans l'entendement des Africains, nous ne considérons pas que c'est un travail d'esclavage. C'est normal, c'est quelque chose qui est génétique, qui est familial. Si on prend, avec une actualité plus récente, si on prend le sud-ouest Cameroun, qui est quand même l'un des bassins de production du cacao, où justement il y a une forte tendance de la population vit et dépend justement de la production du cacao, mais c'est une population qui subit non seulement la crise anglophone, mais qui doit aussi faire avec cette production-là. Et les autorités camerounaises font face, avec le début de cette année, du moins la fin de cette année scolaire, à la fuite des enfants, les écoles qui se vident au profit des champs de cacao. C'est dire l'ampleur, ce que la pauvreté peut amener. Engendrer. Oui. En tant qu'artiste, mon travail, c'est de créer des conditions de dialogue et de questionnement. Je suis un peu comme cette éponge dans une société qui absorbe et qui rejette en essayant d'apporter une dose d'esthétique. Ce n'est pas forcément de dire des choses avec une violence que le message va forcément passer. Mais comment, en tant qu'artiste, on applique une dose d'esthétique, mais en questionnant. On n'est pas uniquement dans une question d'esthétique visuelle, mais aussi nous sommes dans un questionnement de la situation. Qu'est-ce que tout cela nous renvoie et comment on se met véritablement en retrait pour mieux résoudre les problèmes
qui sont d'ordre actuel. C'est bien, chacun de nous veut bien gagner sa vie, mais à quelles conditions? À quelles conditions? Ces œuvres dénoncent l'apathie des gouvernements, l'exploitation humaine ou encore la passivité de la communauté internationale. À travers cette œuvre, je questionne d'une certaine manière le rapport que le corps a aujourd'hui avec le monde, avec la mondialisation. Et à travers cette œuvre, forcément, j'interroge ce que nous percevons aujourd'hui de notre corps, comment la mondialisation perçoit le corps aujourd'hui et quels sont les rapports que cette mondialisation a réellement avec ce corps. Revenons un peu sur le projet, parce que je le disais à l'entame, c'est un projet que tu as intitulé Théâtre des corps, drame de la matière, qui regroupe ces 3 expositions. Vous avez commencé à Douala, vous allez terminer à Paris. Est-ce qu'à chaque étape, c'est le même process, ou bien si on quitte l'espace Douala Art et qu'on se dirige à Kaji Agni Art Gallery, on aura quelque chose de différent, ou à Africaris à Paris, ce sera tout aussi différent? Ben, il faut dire que dans cette trilogie d'exposition que nous préparons depuis 2 ans, et avec un break dans l'échelle internationale en termes d'exposition, pour véritablement avoir le temps de préparer ce projet, ben, il faut dire que nous avions 3 espaces. La galerie Anikaji, qui présente l'exposition Épigraphie des corps. Qui va mettre plus un accent sur la partie peinture de Jean-David Cott. Et à Africaris, c'est ça? Et à Africaris, nous pourrons dire que c'est une somme des deux expositions. Mais en sachant que ce ne sont pas les mêmes œuvres qui sont présentées, parce qu'à Africaris, on aura justement l'installation de Map of the Resources, et après on aura Épigraphie des corps, qui a donc donné un titre général qui est Théâtre des corps, drame de la matière. Purchase your track today. Dans tous les cas, merci. Pour ceux qui avaient assisté au vernissage, on avait eu la chance de voir tout ce grand monde. Jean-David Cott, c'est ton nom qui fait courir les milieux des arts, les passionnés d'art, et on comprend pourquoi à regarder votre travail. Je pense que c'est aussi la somme et l'accompagnement de plusieurs âmes et de plusieurs esprits qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on entend le nom Jean-David Cott, tout le monde voudrait bien aller voir qu'est-ce qu'il présente. Surtout que Jean-David Cott ne fait pas des expos tout le temps individuels au Cameroun. Il se donne généralement 5 années avant de refaire une exposition individuelle au Cameroun. Dans tous les cas, c'était ces 2 années de travail acharné, 2 années récompensées par le sentiment, ce que ressent le visiteur ici. Et nous-mêmes, dans la peau du visiteur, on est saisi et on prend conscience de ce qui se passe et dans les mines, et dans les champs de cacao, de café ou autres de coton aussi, à l'extrême nord du pays. Merci pour cette proposition-là. Et nous ne saurons terminer cette émission sans rendre un hommage à Madame votre épouse, parce qu'au vernissage, vous avez dit que c'était grâce à elle, sa résilience, qui a permis que vous soyez là en train de nous présenter ces différents portraits. Et puis, moi je préfère le mot forêt dépouillée, parce que je pense que c'est la réalité. Je pense que ça peut être l'idée d'un prochain projet, forêt dépouillée. Voilà, voilà. Merci. Je vous en prie. Je vous en dirai plus prochainement quand on aura développé ce titre-là. Bien évidemment, vous savez, on dit souvent, avant on disait, devant un grand homme se cache une grande femme. Moi, je dirais, je opterais plus devant un grand homme
à côté se trouve une grande femme. Et grâce à elle, vous avez produit votre plus belle œuvre. Ma fille. Vraiment, vous savez, en tant qu'artiste, et même pas seulement en tant qu'artiste, mais en tant qu'humain, et en particulier en tant qu'Africain et Bantou, ben, on va beau faire toutes sortes de réalisations qu'on veuille, mais les vraies réalisations, ben, c'est cette progéniture que nous créons et qui nous permet de constituer ce qu'on appelle véritablement une famille. Et ça, c'est la chose la plus importante parce qu'aujourd'hui, le combat n'est plus centré sur vous, mais c'est que le combat, c'est pour le développement de votre famille et de donner la possibilité à vos enfants d'avoir une très belle éducation. C'était Jean-David Cotte, le peintre de la condition humaine. Merci. Merci beaucoup.